Anne se souvenait de chaque détail de cette soirée du mardi 15 mars. Cette date qui marquerait pour toujours la frontière entre l'avant et l'après. Le bruit de ses clés dans la serrure, le silence inhabituel de la maison, la lumière du couloir qui tremblait légèrement sous l'effet du vent de cette fin d'hiver nantaise. Il était 18h30 et elle rentrait plus tôt que prévu de sa formation pédagogique à Rézé, car l'intervenante avait annulé la dernière session pour cause de migraine. Anne avait pensé faire une surprise à Julien en commandant des sushis de ce restaurant japonais qu'ils aimaient tant, peut-être regarder un film ensemble comme à l'époque où elle croyait encore qu'ils étaient heureux. Elle posa son sac dans l'entrée et retira ses chaussures en sentant sous ses pieds nus le parquet froid de cette maison qu'elle avait acheté avec l'héritage de son père. La maison était silencieuse, beaucoup trop silencieuse pour un soir de semaine ordinaire. La voiture de Julien était garée devant le portail, ce qui signifiait qu'il était là quelque part dans ces 80 mètres carrés qu'il partageait depuis 7 ans. Anne monta les escaliers lentement, sans vraiment comprendre pourquoi son cœur battait déjà plus fort, ni pourquoi ses mains se crispaient sur la rampe en bois. Puis, elle entendit des voix à l'étage. Des murmures d'abord, puis des rires étouffés qui venaient de la salle de bain. La première voix était celle de son mari, cette voix grave qu'elle connaissait par cœur, et qu'elle avait entendu lui dire « Je t'aime » le jour de leur mariage à la mairie de Nantes. La seconde voix, elle l'aurait reconnue entre mille, parce qu'elle avait grandi avec elle et l'avait consolée pendant ses chagrins d'adolescente. C'était celle de Chloé, sa petite sœur de 29 ans. Le cerveau d'Anne refusa de comprendre pendant quelques secondes interminables. Ils discutaient, c'était tout. Peut-être un problème de plomberie, ou peut-être que Chloé était passée à l'improviste et que Julien l'aidait avec quelque chose. Mais le ton n'était pas celui d'une conversation innocente. Il y avait une intimité dans ses voix, une complicité moite et trouble qui glaça Anne jusqu'aux os. Elle s'approcha sans bruit, en retenant son souffle et en sentant ses jambes trembler sous elle. La porte de la salle de bain était entr'ouverte, juste assez pour laisser passer un ray de lumière dorée et ces murmures qui ne mentaient pas. Anne aurait pu pousser la porte immédiatement pour hurler et tout casser, laisser exploser cette rage qui montait déjà dans sa poitrine comme une marée noire. Mais quelque chose en elle choisit une autre voie, quelque chose de froid et de calculé qu'elle ne se connaissait pas. Une lucidité glaciale qui s'imposa à elle avec la force d'une évidence. Elle sortit son téléphone de sa poche, lança l'application caméra et filma. À travers l'entrebâillement, elle voyait tout avec une netteté cauchemardesque. Julien, torse nu, dos contre le lavabo blanc qu'elle avait choisi 3 ans plus tôt. Chloé dans ses bras, ses mains dans ses cheveux bruns, sa bouche contre la sienne. Ils s'embrassaient avec une passion qu'Anne ne reconnaissait pas. Une urgence qu'elle n'avait plus vue chez son mari depuis des mois, ou peut-être des années. Leurs gestes avaient l'aisance de l'habitude, la fluidité terrible de ceux qui ont fait ça souvent, beaucoup trop souvent, qui connaissent le corps de l'autre et n'ont plus besoin de chercher leur marque. Anne filma pendant 30 secondes, qui lui parurent durer une éternité. Puis elle redescendit, une marche après l'autre, dans un silence absolu que seul troublait le battement assourdissant de son propre cœur. Ses jambes tremblaient, mais elle ne tomba pas. Elle se concentra sur chaque pas, sur chaque respiration, sur cette nécessité absolue de ne pas faire de bruit et de ne rien révéler encore. À l'étage, elle entendait maintenant l'eau couler, des rires étouffés, la voix de Julien qui murmurait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Dans la cuisine, Anne s'assit à la table en chêne massif, celle qu'ils avaient achetée ensemble chez un antiquaire de Clisson. Elle regarda la vidéo une fois pour être certaine qu'elle n'avait pas rêvé et que son esprit ne lui jouait pas un tour cruel. Mais non, tout était là, capturé en haute définition, irréfutable et définitif. Elle sentit quelque chose se briser en elle, pas brutalement, mais avec la lenteur méthodique d'une fissure qui se propage dans du verre. Puis elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Marc décrocha à la 3e sonnerie. Sa voix était chaleureuse et un peu surprise comme toujours quand elle l'appelait en semaine. Marc, le mari de Chloé depuis 4 ans, son beau-frère, un comptable sérieux et attentionné qui adorait sa femme sans voir qu'elle le trahissait sous son propre toit. Anne prit une grande inspiration avant de parler d'une voix étonnamment calme, presque détachée, comme si elle parlait de quelque chose qui ne la concernait pas vraiment.
Tu ferais mieux de venir maintenant, Marc. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens, ne pose pas de questions. J'habite rue de la Perverie à Nantes. Tu connais l'adresse. Anne, tu me fais peur. Qu'est-ce que... 15 minutes, pas plus. Elle raccrocha avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Les 15 minutes qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Elle resta assise à cette table, les mains posées à plat devant elle pour les empêcher de trembler, respirant lentement pour ne pas céder à la nausée qui montait par vagues. À l'étage, l'eau avait cessé de couler et elle entendait des bruits de pas, des portes qui s'ouvraient et se fermaient, la vie qui continuait comme si de rien n'était et comme si le monde n'était pas en train de s'effondrer. Elle ne pleura pas. Pas encore. La douleur viendrait plus tard, elle le savait, quand l'adrénaline retomberait et qu'elle serait seule dans le noir de sa chambre. Pour l'instant, il n'y avait que cette lucidité glaciale, cette détermination nouvelle qui s'imposait à elle avec la force d'une révélation. Elle était Anne, 34 ans, enseignante en primaire, une femme que tout le monde décrivait comme douce et conciliante. Mais ce soir, dans cette cuisine où elle avait préparé 1000 dîners pour un homme qui la trahissait, elle découvrait une autre version d'elle-même qu'elle ne connaissait pas et qui ne tremblait pas. La sonnette retentit exactement 14 minutes après son appel. Anne ouvrit la porte sur Marc qui était essoufflé et inquiet, les clés de voiture encore à la main, le visage marqué par cette confusion de celui qu'on arrache brutalement à sa soirée tranquille. Elle lui tendit son téléphone sans un mot, sans préambule, sans chercher à adoucir le choc. Il valait mieux comme ça, brutal et sans détour. Marc regarda l'écran et appuya sur lecture. Anne vit son visage se décomposer en temps réel. D'abord la confusion, puis la compréhension qui s'infiltrait lentement, puis quelque chose qui ressemblait à de la nausée physique. Il porta une main à sa bouche, tandis que ses yeux restaient fixés sur l'écran même après que la vidéo se fut terminée. Non, non, c'est pas possible. Si. Quand est-ce que... Maintenant. Ils sont à l'étage. Marc releva les yeux vers elle, et Anne vit dans son regard la même colère froide que celle qui l'habitait, cette rage contenue de ceux qui viennent de comprendre que leur vie entière repose sur un mensonge. Ils gravirent les escaliers ensemble, lentement, en silence, chaque marche résonnant comme un glas dans la maison endormie. À chaque pas, Anne sentait son cœur cogner plus fort, mais ses mains ne tremblaient en plus. Arrivés sur le palier, ils entendirent des voix qui venaient de la chambre maintenant, des rires légers et insouciants. Puis la voix de Julien claire et détendue qui disait « On a encore 1 heure avant qu'elle rentre ». Marc serra les poings si fort qu'Anne entendit ses jointures craquer. Elle posa la main sur la poignée de la porte de la chambre, prit une grande inspiration qui lui brûla les poumons et ouvrit d'un coup sec. La porte s'ouvrit sur un tableau que ni Anne ni Marc n'oublieraient jamais. Julien et Chloé sursautèrent violemment. Chloé porta une main à sa bouche, en étouffant un cri, tandis que Julien se redressa d'un bond en cherchant frénétiquement quelque chose à dire. N'importe quoi, qui pourrait transformer cette scène en malentendu innocent. Mais il n'y avait rien à dire. Ils étaient là, à moitié habillés sur le lit conjugal, et le silence qui tomba dans la chambre avait le poids d'une condamnation sans appel. Marc fut le premier à exploser. Il se précipita vers Julien en hurlant des choses incohérentes, la rage déformant son visage habituellement calme. Anne dut le retenir par le bras pour l'empêcher de frapper. Chloé se leva précipitamment en remettant son chemisier d'une main tremblante, les larmes déjà aux yeux. Cette stratégie qu'elle utilisait depuis l'enfance pour échapper aux conséquences de ses actes. Elle s'approcha d'Anne en tendant les mains dans un geste de supplication pathétique. « Anne, je t'en supplie, écoute-moi, c'est la première fois. On était ivres, ça ne voulait rien dire. » Anne la regarda sans un mot. Son silence était plus terrifiant que n'importe quelle colère. Chloé tenta de la prendre dans ses bras, mais Anne la repoussa avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Le geste fut si brusque que Chloé trébucha en arrière et heurta la commode. Julien essaya une autre tactique en pointant un doigt accusateur vers Anne. Sa voix tremblait, mais il tentait de paraître indigné, de retourner la situation comme s'il était la vraie victime de cette histoire. « Tu n'es jamais là, Anne. Tu ne me regardes plus depuis des mois. Tu passes tes soirées à corriger des copies au lieu de t'occuper de ton mari. Qu'est-ce que tu croyais ?» Anne sortit calmement son téléphone de sa poche et le posa sur la commode. L'écran affichait une capture d'écran d'un relevé bancaire.
Julien pâlit instantanément. Hôtel Le Negresco à Bordeaux, 3 nuits en février. Restaurant, La Belle Étoile. 250 € le 14 janvier. Spa des Thermes à la Baule. Forfait couple le 28 décembre. Tu veux que je continue ? Chloé écarquilla les yeux en réalisant qu'Anne savait tout depuis un moment déjà. Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Anne continua d'une voix glaciale qui ne tremblait absolument pas. J'ai aussi retrouvé les messages supprimés sur l'ordinateur familial. Ça dure depuis 8 mois. Votre petit voyage professionnel à Bordeaux le mois dernier ? Vous étiez ensemble. Les week-ends chez ta mère, Julien ? Tu étais avec elle ? Marc s'effondra sur le bord du lit, la tête entre les mains. Chloé sanglotait maintenant bruyamment, en répétant qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas ce qui lui avait pris, qu'elle aimait Marc. Julien tentait encore de minimiser en parlant d'erreurs, de moments d'égarement, de crises conjugales qui les avaient rapprochés, lui et Chloé. Anne les écouta pendant 2 minutes sans les interrompre. Puis elle annonça calmement, presque sereinement, la seule chose qui comptait vraiment. Vous avez 48 heures pour quitter cette maison. Les deux. Je ne veux plus vous voir ici. Julien protesta en disant que c'était aussi sa maison, qu'elle n'avait pas le droit. Anne sourit pour la première fois depuis qu'elle était rentrée. Un sourire froid et déterminé qui lui donna l'air d'une étrangère. 80% de l'apport viennent de l'héritage de mon père. Le crédit est à mon nom. Cette maison est à moi et mon avocate le confirmera demain matin. Elle tourna les talons et quitta la chambre sans un regard en arrière. Marc la suivit après avoir lancé à Chloé un regard de dégoût pur. Dans l'escalier, Anne sentit enfin ses jambes faiblir, mais elle se retint à la rampe et continua de descendre. Elle attrapa son sac, ses clés, et sortit dans la nuit froide de mars. Marc resta sur le perron, perdu, ne sachant pas quoi faire ni quoi dire. Anne monta dans sa voiture et démarra sans trembler. Elle roula jusqu'à l'appartement de Léa, sa meilleure amie, qui ouvrit la porte en pyjama avec un regard inquiet. Anne entra, posa son sac, et seulement là, dans le salon de Léa, elle s'effondra enfin. Léa la prit dans ses bras sans poser de questions. Elle comprendrait plus tard. Pour l'instant, elle la laissa pleurer. Le lendemain matin, Anne se réveilla sur le canapé de Léa, avec un mal de tête sourd et les yeux gonflés. Elle avait dormi 3 heures à peine, hantée par des images qu'elle aurait voulu effacer de sa mémoire. Léa lui prépara un café sans poser de questions et s'assit en face d'elle en attendant qu'Anne soit prête à parler. Quand Anne raconta tout, Léa serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Elle ne dit rien pendant un long moment, puis elle attrapa son téléphone et envoya un message rapide avant de le reposer sur la table. « J'ai une amie avocate spécialisée en divorce. Elle peut te recevoir cet après-midi si tu veux. » Anne hocha la tête. Elle n'avait pas prévu d'agir aussi vite, mais quelque chose en elle refusait de rester passive, de laisser Julien et Chloé contrôler le rythme de ce qui allait suivre. À 15 heures, elle était assise dans le cabinet de Maître Verneuil, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant qui écouta son histoire sans l'interrompre. Quand Anne lui montra la vidéo, l'avocate hocha lentement la tête, avec une expression qui ressemblait presque à de la satisfaction professionnelle. « Vous avez une preuve d'adultère irréfutable. C'est rare d'avoir quelque chose d'aussi clair. Parlez-moi de la maison. » Anne expliqua que la maison avait été achetée il y a 5 ans, avec l'héritage qu'elle avait reçu après le décès de son père. Julien n'avait financé que 30% de l'apport initial et depuis, c'était elle qui payait l'essentiel des mensualités du crédit. Maître Verneuil prit des notes méthodiquement en posant des questions précises sur les comptes bancaires, les biens communs, les revenus de chacun. Au bout d'1 heure, elle posa son stylo et regarda Anne droit dans les yeux. « Vous obtiendrez la maison, une prestation compensatoire substantielle et les torts exclusifs. Il n'a aucune chance. Le divorce sera prononcé à ses torts et il devra assumer les conséquences financières de ses actes. » Anne sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis la veille, elle respira vraiment. Elle signa le mandat de représentation et quitta le cabinet avec un sentiment étrange, mélange de soulagement et de tristesse sourde. En rentrant chez Léa, elle trouva 12 messages de Julien sur son téléphone. Des excuses larmoyantes, des tentatives de négociation, des menaces à peine voilées. Elle les supprima tous sans les lire jusqu'au bout. 3 jours plus tard, Julien reçut la convocation du tribunal et la demande de divorce. Il engagea immédiatement un avocat réputé pour son agressivité,
un certain maître du four qui tenta de négocier un arrangement à l'amiable. Anne refusa net. Elle ne voulait rien négocier, rien arranger, rien pardonner. Elle voulait la justice, froide et méthodique, sans compromis ni pitié. Pendant ce temps, Marc avait lui aussi engagé une procédure de divorce contre Chloé. Anne apprit par Léa que leurs parents, Brigitte et François, tentaient désespérément de joindre leurs 2 filles pour arranger les choses en famille. Brigitte laissa plusieurs messages sur le répondeur d'Anne en suppliant de décrocher, de leur donner une chance d'expliquer, de ne pas détruire la famille pour une erreur. Anne effaça ces messages également sans les écouter jusqu'au bout. Un soir, sa mère réussit finalement à la joindre sur son portable professionnel. Brigitte pleurait au téléphone, en disant que Chloé était fragile, qu'elle avait fait une erreur certes, mais qu'elle méritait une seconde chance, que la famille devait rester unie malgré tout. Anne écouta en silence pendant 2 minutes avant d'exploser enfin. « Et moi, maman, votre fille aînée qui a toujours été celle sur qui on compte, celle qui ne fait jamais de vagues, celle qui arrange tout pour tout le monde, je n'existe que quand il faut pardonner. Chloé couche avec mon mari pendant 8 mois, et c'est moi qui dois être compréhensive. » Brigitte balbutia quelque chose sur l'importance du pardon et de la famille, mais Anne raccrocha avant qu'elle puisse finir sa phrase. Elle bloqua le numéro de ses parents sur son téléphone et se sentit étrangement libérée. Ce soir-là, elle reçut un dernier message de Julien qui n'était plus une supplication, mais une menace à peine déguisée. « Tu vas le regretter, Anne. Je te promets que tu vas le regretter. » Elle fit une capture d'écran du message et l'envoya immédiatement à Maître Verneuil. Puis elle éteignit son téléphone et dormit d'un sommeil lourd et sans rêve pour la première fois depuis 1 semaine. Anne retourna vivre dans sa maison 2 semaines après la confrontation. Julien et Chloé avaient finalement quitté les lieux en emportant leurs affaires dans un silence pesant. Elle retrouva la maison vide et froide, avec ses espaces où manquèrent des objets qu'elle ne remarquait pas avant. Le fauteuil du salon que Julien avait acheté, la lampe de chevet qu'il aimait tant, des petits vides qui lui rappelaient constamment ce qu'elle avait perdu, ou plutôt ce qu'on lui avait volé. Les premiers soirs furent terribles. Anne se réveillait en pleine nuit dans un silence absolu, cherchant machinalement la présence de Julien à côté d'elle, avant de se souvenir brutalement de tout. Elle dormait mal, mangeait peu, perdait du poids sans même s'en rendre compte. Ses collègues de l'école primaire remarquèrent son teint pâle et ses cernes, mais elle maintenait une façade professionnelle impeccable devant ses élèves. Avec eux, elle restait souriante et attentive, comme si rien ne s'était passé. C'était seulement en rentrant le soir qu'elle s'effondrait. Léa et Inès, son autre amie proche, l'entouraient du mieux qu'elles pouvaient. Elle venait dîner chez elle plusieurs fois par semaine, l'obligeait à sortir le week-end, à voir du monde, à ne pas s'enfermer dans sa douleur. Mais Anne se sentait profondément seule malgré leur présence. Elle avait l'impression d'être coupée du monde, prisonnière d'une bulle invisible qui la séparait des autres. Les gens riaient autour d'elle, et elle ne comprenait plus comment on pouvait rire. Un jour, Inès lui apprit presque par inadvertance que Julien et Chloé vivaient désormais ensemble dans un appartement à Saint-Sébastien-sur-Loire, à quelques kilomètres à peine de chez elle. Cette information frappa Anne comme un coup de poing dans le ventre. Ils avaient continué leur vie ensemble, sans honte apparente, sans le moindre remords. Le scandale circulait dans toute la famille élargie. Certains cousins prenaient un parti pour Chloé en murmurant qu'elle était malheureuse avec Marc depuis longtemps, que l'amour ne se commandait pas, que ces choses arrivent. Anne apprit ces commentaires par bribes, et chacun d'eux la blessait un peu plus profondément. Sur les conseils de Léa, elle commença à consulter une psychologue, le docteur Moreau, une femme discrète qui l'aida à verbaliser sa colère sans la juger. Pendant les séances, Anne parlait de cette trahison double, de cette sœur qu'elle avait protégée toute sa vie et qui l'avait poignardée dans le dos, de ce mari qu'elle avait aimé et qui avait sali 7 années de vie commune. Le docteur Moreau l'écoutait en prenant des notes et lui posait des questions qui la forçaient à regarder en face ce qu'elle ressentait vraiment. La rage, la honte, le dégoût, mais aussi, étrangement, un début de soulagement. Un soir de mai, Anne croisa Marc par hasard dans un café du centre-ville. Ils se regardèrent en quelques secondes sans savoir s'ils devaient s'éviter ou se parler. Finalement, Marc s'approcha et lui proposa de s'asseoir ensemble. Ils commandèrent 2 cafés et restèrent silencieux un long moment
avant que Marc ne murmure d'une voix rauque qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il revoyait sans cesse les images de cette soirée, qu'il avait envie de les détruire autant qu'elle. Anne le regarda vraiment pour la première fois depuis des semaines. Il avait maigri lui aussi, ses yeux étaient cernés, et son visage portait les marques d'une souffrance qu'elle reconnaissait trop bien. Ils étaient les deux victimes de la même trahison, liées par ce désastre commun. Marc se pencha vers elle et dit tout bas, presque honteusement, qu'il voulait leur faire payer ce qu'ils avaient fait, qu'il y pensait jour et nuit, que ça le rongeait de l'intérieur. Anne hésita. Puis, elle posa sa tasse sur la table et dit lentement, en pesant chaque mot, que si c'était vraiment ce qu'il voulait, alors il devait le faire intelligemment, méthodiquement, sans céder à la colère aveugle. Marc hocha la tête, et pour la première fois depuis un mois, Anne sentit quelque chose s'allumer en elle. Pas de la joie, pas du bonheur, mais une détermination froide et précise qui ressemblait presque à de l'espoir. « Alors faisons-le intelligemment », dit-elle simplement. Anne et Marc se revirent 3 jours plus tard dans un petit restaurant discret du quartier Bouffé. Ils s'installèrent à une table au fond de la salle, loin des oreilles indiscrètes, et commencèrent à partager ce qu'ils avaient découvert chacun de leur côté. Marc ouvrit son ordinateur portable et montra à Anne une série de documents bancaires qu'il avait imprimés. Son visage était grave mais déterminé. « Julien a contracté un crédit à la consommation de 25 000 € durant les 6 derniers mois de votre mariage. Tu étais au courant ?» Anne secoua la tête lentement. Elle n'avait rien vu, rien su, rien soupçonné. Marc fit défiler les relevés en pointant du doigt les dates et les montants. L'argent avait été utilisé pour financer leurs escapades, les hôtels de luxe, les restaurants gastronomiques, les week-ends à Bordeaux et à La Baule. Tout ce qu'Anne avait découvert sur les relevés bancaires qu'elle avait montrés lors de la confrontation. Sauf que cette fois, c'était bien pire. Julien avait contracté cette dette à l'insu d'Anne, en utilisant probablement de faux documents ou en falsifiant sa signature. Anne sentit la colère monter en elle comme une vague brûlante. Elle appela immédiatement Maître Verneuil depuis le restaurant et lui expliqua la situation. L'avocate eut un petit rire satisfait au bout du fil, avant de répondre que c'était exactement le genre de choses qu'elle espérait trouver. Une dette personnelle contractée en fraude des droits du conjoint pendant la procédure de divorce. Julien devrait l'assumer seul, intégralement, sans aucune possibilité de la faire peser sur Anne. C'était une bombe juridique qui allait exploser en plein tribunal. Marc avait lui aussi quelque chose à révéler. Il sortit une clé USB de sa poche et la posa sur la table entre eux. Anne le regarda sans comprendre. Marc expliqua que Chloé avait sous-déclaré ses revenus de graphiste freelance pendant des années pour payer moins d'impôts et de cotisations sociales. Il avait retrouvé les preuves dans leur fichier commun, des factures jamais déclarées, des virements en liquide, des contrats signés sous des pseudonymes. Tout était là, méthodiquement archivé sur cette petite clé USB qui contenait de quoi ruiner la réputation professionnelle de Chloé. « Je vais transmettre ça aux impôts », dit Marc calmement. Anne le regarda longuement avant de hocher la tête. Elle savait que c'était brutal, que Chloé allait être convoquée par l'administration fiscale, qu'elle devrait rembourser des sommes importantes avec des pénalités de retard. Mais quelque chose en elle refusait de ressentir la moindre pitié. Chloé avait triché avec son mari, elle avait aussi triché avec l'État. Elle devrait payer pour les deux. Pendant les semaines qui suivirent, la situation financière de Julien se dégrada rapidement. Anne apprit par une ancienne collègue de Julien que son entreprise envisageait de le licencier pour faute professionnelle. Il avait accumulé les absences injustifiées durant les mois de sa liaison avec Chloé. Ses performances commerciales s'étaient effondrées et plusieurs clients s'étaient plaints de son manque de professionnalisme. Le directeur régional avait lancé une procédure disciplinaire et Julien risquait de se retrouver sans emploi d'ici quelques semaines. Anne transmit cette information à Maître Verneuil, qui la nota soigneusement dans son dossier. Chaque élément comptait pour évaluer la capacité de Julien à verser une prestation compensatoire. Si Anne arrivait à prouver qu'il avait sabordé sa propre carrière par négligence pendant qu'il menait sa double vie, le juge en tiendrait compte. Un soir, Anne reçut un message de Chloé sur son téléphone. C'était le premier contact direct depuis la confrontation. Le message était long, confus, rempli de fautes d'orthographe qui trahissaient la panique de sa sœur. Chloé écrivait qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait,
qu'elle avait reçu un courrier des impôts et qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle ne savait plus vers qui se tourner. Anne lut le message jusqu'au bout sans éprouver la moindre émotion. Puis elle le supprima et bloqua le numéro de Chloé. Elle n'avait plus rien à dire à sa sœur, plus rien à lui donner, plus rien à partager. Cette partie de sa vie était terminée. 3 semaines plus tard, Maître Verneuil appela Anne pour lui annoncer que la date du jugement de divorce avait été fixée. Ce serait dans 1 mois exactement, le jeudi 23 juin, à 14h, au tribunal de grande instance de Nantes. Anne nota la date sur son calendrier avec un sentiment étrange, mélange d'appréhension et de soulagement. Bientôt, ce serait vraiment fini. Le jeudi 23 juin, Anne se réveilla à 6h du matin dans un silence absolu. Elle avait dormi par à-coups, hantée par l'angoisse de ce qui l'attendait. Léa passa la chercher à 13h et elles roulèrent jusqu'au tribunal de grande instance de Nantes, sans échanger un mot. Anne portait un tailleur sobre de couleur marine, des chaussures plates, aucun bijou. Elle voulait paraître digne, sobre, respectable. Pas une victime effondrée, mais une femme debout qui réclamait justice. Dans le couloir du tribunal, elle croisa brièvement le regard de Julien qui attendait de l'autre côté avec son avocat, Maître Dufour. Julien avait maigri lui aussi. Son costume pendait légèrement sur ses épaules, et son visage portait les traces d'une fatigue profonde. Il détourna les yeux le premier. Anne sentit quelque chose se dénouer en elle. Elle n'avait plus peur de lui. Elle n'avait plus peur de rien. L'audience commença à 14h précise. La juge, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, présida la séance avec une autorité tranquille qui imposait le respect. Maître Dufour plaida en premier pour Julien, en tentant de minimiser l'adultère, en parlant de crise conjugale, de difficultés relationnelles, de torts partagés. Il demanda une liquidation équitable du régime matrimonial et une petite prestation compensatoire pour Julien, qui se retrouvait sans domicile stable. Anne dut se retenir pour ne pas éclater de rire à cette dernière phrase. Puis, ce fut au tour de Maître Verneuil. Elle déposa méthodiquement les preuves devant la juge. La vidéo que Anne avait filmée le soir de la découverte. Les relevés bancaires montrant les dépenses excessives dans les hôtels et restaurants. Les messages récupérés sur l'ordinateur familial prouvant que la liaison durait depuis 8 mois. Et surtout, le contrat de crédit à la consommation de 25 000 € que Julien avait contracté à l'insu d'Anne pour financer sa double vie. Maître Dufour tenta de contester en arguant que Julien avait le droit de gérer ses finances, comme il l'entendait, mais Maître Verneuil le coupa net en rappelant que dans le cadre d'un régime de communauté réduite aux acquêts, toute dette contractée pendant le mariage engageait théoriquement les 2 époux, sauf si elle était manifestement frauduleuse ou étrangère aux besoins du ménage. Financer une liaison adultère entrait clairement dans cette catégorie. La juge demanda alors à Julien de s'expliquer. Il se leva péniblement, le visage blême, et tenta de plaider la confusion, l'égarement, la crise de la quarantaine. Il s'excusa maladroitement, en regardant Anne avec des yeux implorants. Anne soutint son regard sans ciller, sans la moindre émotion visible. La juge l'interrompit sèchement, en lui demandant de répondre à la question posée, et non de présenter des excuses qui ne concernaient pas la procédure. Puis ce fut au tour d'Anne de témoigner. Elle se leva calmement, prit place à la barre et raconta les faits avec une précision chirurgicale. Elle décrivit le soir du 15 mars, la découverte, les mensonges, les 8 mois de trahison. Elle parla de la maison achetée avec l'héritage de son père, des mensualités qu'elle payait seule depuis des années, de sa vie professionnelle stable en tant qu'enseignante. Elle ne pleura pas, ne haussa jamais la voix, ne se laissa jamais déborder par l'émotion. Elle exposa simplement les faits avec une dignité qui impressionna visiblement la salle. Quand elle eut terminé, la juge hocha lentement la tête et annonça qu'elle rendrait son jugement dans les 15 jours. L'audience fut levée. Anne sortit du tribunal avec Maître Verneuil, qui lui serra la main en murmurant qu'elle avait été parfaite. Dans le couloir, Anne croisa Chloé qui attendait assise sur un banc, les yeux rouges et gonflés. Chloé se leva comme pour s'approcher, mais Anne passa devant elle sans ralentir, sans un regard, sans un mot. 15 jours plus tard, le jugement tomba. Divorce prononcé aux torts exclusifs de Julien. Anne conservait la maison et tous les biens qu'elle avait financés personnellement.
Julien devait lui verser une prestation compensatoire de 40 000 € sur 3 ans. Il assumait seul la dette de 25 000 € contractée pendant le mariage. En lisant le jugement dans le bureau de Maître Verneuil, Anne sentit enfin quelque chose se libérer dans sa poitrine. Elle respira profondément, longuement, comme si elle émergeait après des mois passés sous l'eau. « C'est fini », murmura-t-elle. Maître Verneuil sourit doucement et acquiesça. Oui, c'était vraiment fini. 6 mois passèrent comme dans un rêve étrange. Anne repeint la maison pièce par pièce en choisissant des couleurs qu'elle aimait vraiment, des tons chauds qui n'avaient rien à voir avec le gris et le beige que Julien préférait. Elle changea les meubles du salon, vendit le lit conjugal et en acheta un nouveau, plus petit mais plus confortable. Elle effaça méthodiquement toutes les traces de leur vie commune, jusqu'à ce que la maison redevienne vraiment la sienne. Elle reprit le sport en s'inscrivant à un cours de yoga le mardi soir et à des séances de natation le samedi matin. Son corps se renforça, son sommeil s'améliora, son appétit revint progressivement. Ses collègues de l'école remarquèrent le changement. Anne souriait à nouveau avec ses élèves. Elle plaisantait dans la salle des professeurs. Elle acceptait les invitations à dîner, qu'elle refusait systématiquement quelques mois plus tôt. Léa et Inès organisèrent une soirée pour son 35e anniversaire en octobre, et Anne se surprit à rire vraiment, sans forcer, sans faire semblant. Un week-end de novembre, elle croisa Marc lors du mariage d'un cousin commun à la famille. Ils ne s'étaient pas vus depuis le jugement et se retrouvèrent côte à côte lors du cocktail en début de soirée. Marc avait changé lui aussi. Il avait retrouvé des couleurs, semblait apaisé, presque serein. Ils s'installèrent à une table à l'écart et discutèrent longuement en évitant soigneusement de parler de Julien et Chloé. Marc raconta qu'il avait rencontré quelqu'un, une collègue de son cabinet comptable. Une femme gentille et honnête qui l'avait aidé à tourner la page. Anne sentit une pointe de jalousie fugace, mais sincère. Elle se rendit compte qu'elle aussi voulait ça, cette possibilité de recommencer, de refaire confiance. « Sans toi, je serais restée dans la haine », dit Marc doucement. « Tu m'as aidé à transformer tout ça en quelque chose de constructif. » Anne sourit en haussant les épaules. Elle ne savait pas vraiment si elle avait aidé Marc ou si c'était lui qui l'avait aidé. Peut-être que c'était les deux. Peut-être que leur alliance improbable avait été la seule chose qui leur avait permis de survivre à ce désastre. En fin de soirée, alors qu'elle se dirigeait vers les toilettes, Anne croisa sa mère Brigitte dans le couloir. Elles ne s'étaient pas parlé depuis le jugement, malgré plusieurs tentatives de Brigitte pour renouer le contact. Elles restèrent face à face quelques secondes sans savoir quoi dire. Brigitte ouvrit la bouche, mais Anne secoua la tête doucement et continua son chemin. Ce n'était pas encore le moment. Peut-être que ça ne viendrait jamais. Par Léa, Anne apprit que Julien et Chloé avaient rompu violemment au début de l'automne. Julien vivait désormais chez sa mère dans un petit appartement de Rezé, au chômage depuis son licenciement pour faute professionnelle. Chloé était revenue vivre chez leurs parents après avoir régularisé sa situation fiscale au prix de lourdes pénalités financières. Anne écouta ces nouvelles sans ressentir ni joie ni tristesse. Juste une indifférence profonde qui la surprit elle-même. Ils n'existaient plus pour elle. Ils étaient devenus des fantômes transparents qui traversaient parfois son champ de vision sans jamais vraiment l'atteindre. Un jour de décembre, Alexandre, un collègue professeur de français qui enseignait dans la classe voisine, lui proposa de dîner avec lui un soir après le travail. Anne hésita longuement avant d'accepter. Alexandre avait 38 ans, un sourire facile et cette douceur tranquille des hommes qui ont vécu assez longtemps pour savoir que la vie peut être fragile. Ils dînèrent dans une petite crêperie du quartier Bouffay, et la conversation coula naturellement, sans effort, sans malaise. Alexandre ne posa pas de questions indiscrètes, ne chercha pas à forcer quoi que ce soit. Il parla de ses élèves, de ses voyages en Bretagne l'été dernier, de sa passion pour la littérature du XIXe siècle. En rentrant chez elle ce soir-là, Anne se surprit à sourire toute seule dans sa voiture. Elle n'était pas amoureuse, pas encore, peut-être jamais d'ailleurs. Mais elle avait passé une belle soirée avec quelqu'un de bien, et c'était déjà énorme. C'était déjà un début. Le lendemain, elle reçut un message de sa mère sur son téléphone. Brigitte demandait si elle pouvait se voir pour parler vraiment, sans témoin, sans pression familiale. Anne regarda le message pendant longtemps avant de répondre simplement « D'accord ». Anne accepta de voir sa mère une semaine plus tard dans un café neutre du centre-ville,
loin des lieux qu'elle fréquentait habituellement. Brigitte arriva avec 10 minutes d'avance, visiblement nerveuse, les mains crispées sur son sac à main. Elle avait vieilli depuis leur dernière vraie conversation. Des rides nouvelles marquaient son visage, et ses cheveux gris avaient envahi ses tempes. Anne s'assit en face d'elle sans l'embrasser et commanda un thé sans un mot. Brigitte commença à parler, les larmes aux yeux, en s'excusant maladroitement pour tout ce qui s'était passé. Elle expliqua qu'elle avait mal géré la situation, qu'elle avait cru bien faire en voulant préserver la famille, qu'elle ne savait pas comment réagir face à un tel désastre. Elle dit qu'elle aimait ses 2 filles de la même manière et qu'elle avait voulu protéger Chloé parce qu'elle la trouvait plus fragile, plus vulnérable. Anne écouta sans l'interrompre, laissant sa mère vider son sac avec cette logorée coupable des gens qui cherchent à se faire pardonner sans vraiment comprendre ce qu'ils ont fait. Quand Brigitte eut terminé, Anne posa calmement sa tasse sur la table et la regarda droit dans les yeux. « Maman, tu as choisi de protéger celle qui m'a trahie, pas celle qui a été trahie. Tu as appelé pour supplier de pardonner à Chloé. Tu n'as jamais appelé pour me demander comment j'allais, si je tenais le coup, si j'avais besoin de toi. Je ne sais pas si je peux te pardonner ça. » Brigitte baissa les yeux en s'essuyant le visage avec un mouchoir froissé. Elle murmura qu'elle comprenait, qu'elle avait eu tort, qu'elle voulait réparer. Puis elle ajouta doucement, presque timidement, que Chloé aimerait la voir, qu'elle souffrait énormément de cette rupture avec sa grande sœur, qu'elle avait écrit plusieurs lettres qu'elle n'osait pas envoyer. Anne sentit la colère monter en elle, comme une vague brûlante. Elle a détruit mon mariage, ma confiance, ma famille. Elle a couché avec mon mari pendant 8 mois en me regardant dans les yeux à chaque repas de famille. Je ne lui dois rien, maman. Absolument rien. Brigitte insista encore en disant que Chloé avait fait une erreur terrible, mais qu'elle payait maintenant, qu'elle avait tout perdu, son mari, sa stabilité financière, sa réputation. Anne l'interrompit sèchement. « Et moi, j'ai tout perdu aussi. Mais moi, je n'ai rien fait pour le mériter. » Elles restèrent silencieuses un long moment. Brigitte finit par hocher la tête tristement, en comprenant qu'Anne ne céderait pas. Elles se quittèrent sur le trottoir, sans vraiment se réconcilier, mais sans non plus rompre définitivement. Anne promit de réfléchir à reprendre contact progressivement, mais elle refusa catégoriquement de voir Chloé. De retour chez elle, Anne trouva dans sa boîte aux lettres une longue lettre manuscrite de Chloé. L'enveloppe portait l'écriture ronde et enfantine de sa sœur. Anne hésita longuement avant de l'ouvrir. Elle lut la lettre jusqu'au bout, assise dans sa cuisine, sans bouger. Chloé s'excusait longuement, expliquait qu'elle était tombée amoureuse sans le vouloir, qu'elle avait essayé de résister mais que c'était plus fort qu'elle regrettait profondément de lui avoir fait du mal. Elle demandait pardon, suppliait Anne de lui donner une chance de s'expliquer vraiment, promettait de tout faire pour reconstruire leur lien. Anne replia la lettre lentement et la rangea dans un tiroir de son bureau sans y répondre. Elle ne ressentait aucune envie de pardonner, aucune compassion, aucun élan vers cette sœur qui avait tout détruit. Peut-être qu'un jour, dans des années, elle pourrait envisager une conversation. Mais pas maintenant. Pas encore. Peut-être jamais. Les semaines qui suivirent, Anne revit Alexandre plusieurs fois. Ils allèrent au cinéma, dînèrent dans différents restaurants, se promenèrent le long de l'Erdre par un dimanche ensoleillé de janvier. Alexandre ne chercha jamais à précipiter les choses. Il respectait son rythme, ses silences, ses hésitations. Un soir, alors qu'il marchait dans les rues du quartier Grasselin, après un concert de musique classique, Alexandre lui prit doucement la main. Anne ne la retira pas. Ils continuèrent à marcher ainsi, main dans la main, sans rien dire. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils se disaient au revoir devant la voiture d'Anne, Alexandre lui demanda simplement ce qui la rendait heureuse maintenant. Anne réfléchit longuement avant de répondre avec un sourire sincère qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. « Moi, c'est moi qui me rends heureuse maintenant. » 1 an après le divorce, Anne se tenait devant le miroir de sa chambre en ajustant le col de son chemisier blanc. Elle venait d'être nommée directrice adjointe de son école primaire et aujourd'hui était son premier jour officiel dans cette nouvelle fonction. Elle se regarda quelques secondes en souriant doucement. La femme qu'elle voyait dans le miroir n'était plus celle du 15 mars de l'année précédente. Elle était plus forte, plus sereine, plus entière. Elle avait voyagé avec Alexandre durant l'été,
D'abord un week-end à La Rochelle, où ils avaient marché pieds nus sur la plage de Châteladon, puis une semaine en Bretagne, où ils avaient exploré les côtes sauvages du Finistère. Leur relation se construisait lentement, prudemment, sans promesses extravagantes ni déclarations enflammées. Juste une tendresse quotidienne qui grandissait tranquillement comme une plante bien arrosée. Anne avait établi une relation distante mais cordiale avec sa mère Brigitte. Elle se voyait une fois par mois pour déjeuner, parlait de choses neutres, évitait soigneusement le sujet de Chloé. Anne voyait son père François plus régulièrement. Il venait parfois dîner chez elle, et ils passaient des soirées agréables à discuter de politique, de littérature, de tout et de rien. François ne parlait jamais de Chloé, sauf pour dire qu'elle allait bien dans son appartement de Vertou, où elle tentait de reconstruire sa vie professionnelle. Le réveillon de Noël approchait, et Brigitte avait insisté pour que toute la famille se réunisse chez elle comme chaque année. Anne avait longuement hésité avant d'accepter en sachant parfaitement que Chloé serait là. Alexandre lui avait demandé si elle voulait qu'il l'accompagne, mais Anne avait refusé gentiment. C'était quelque chose qu'elle devait affronter seule. Le soir du réveillon, Anne arriva chez ses parents à 19h précise. Elle entra dans le salon où déjà une dizaine de membres de la famille discutaient autour du sapin illuminé. Chloé était là, assise dans un coin près de la fenêtre, visiblement mal à l'aise. Quand elle vit Anne entrer, elle se leva précipitamment, les larmes aux yeux, et s'approcha d'elle en murmurant son prénom comme une prière. Anne la regarda longuement sans bouger. Chloé avait changé elle aussi. Elle avait coupé ses cheveux courts, portait un pull ample qui cachait sa maigreur, semblait rongée par une culpabilité qui ne la quittait jamais vraiment. Elle tendit une main tremblante vers Anne en cherchant ses mots. Anne passa devant elle sans ralentir, sans un mot, sans un regard. Elle continua vers la cuisine où sa mère préparait l'apéritif et salua François qui découpait du saumon fumé. Derrière elle, Chloé resta figée au milieu du salon, la main encore tendue dans le vide. Plus tard dans la soirée, François s'approcha d'Anne alors qu'elle se servait un verre de vin blanc et lui dit doucement qu'elle était devenue forte. Anne le corrigea avec un sourire affectueux. « Non, papa, j'ai toujours été forte. J'ai juste arrêté de le cacher pour protéger les autres. » François hocha la tête en posant une main sur son épaule. Il comprenait. Le soir même, Alexandre l'appela pour prendre de ses nouvelles. Anne lui raconta la soirée en expliquant qu'elle avait croisé Chloé sans lui adresser la parole. Alexandre ne jugea pas, ne conseilla pas. Il écouta simplement. Avant de raccrocher, il lui offrit virtuellement un cadeau de Noël qu'il lui remettrait le lendemain, un pendentif en argent qu'il avait choisi pour elle. Anne sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Elle était heureuse, vraiment heureuse, pour la première fois depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié la sensation. Ce soir-là, Anne se tint devant la fenêtre de sa maison à Nantes, une tasse de thé fumant à la main. Elle regarda la rue déserte sous la pluie fine de décembre et repensa à cette soirée terrible du 15 mars où tout avait basculé. Elle se souvint de la femme brisée qu'elle avait été, de la colère glaciale qu'il avait portée pendant des mois, de cette reconstruction longue et douloureuse. Elle ne regrettait rien. Elle avait survécu. Elle avait gagné. Pas contre eux. Contre la version d'elle-même qui acceptait l'inacceptable, qui pardonnait l'impardonnable, qui s'effaçait pour que les autres brillent. Cette Anne-là n'existait plus. À sa place se tenait une femme debout, qui choisissait sa vie, ses combats, ses limites. Anne sourit dans la nuit et but une gorgée de thé. Elle n'était plus celle qui pardonne. Elle était... We prevailed. I'm so proud of myself. Wait, this is a Pokemon mod for Minecraft? Yes, dude, yes. You want to see my Haunter? Look, my Haunter. Oh. Oh my god, oh my god. He popped out of nowhere. They get really annoying though when they talk too much. It's actually irritating. But, yes. I am also Finn the human. I look pretty dapper, don't I? My crib is really ugly though. I literally started playing this game like a couple days ago, so like I'm not
I'm not that not that great. I was just making stairs the last time I was here because it bothered me having to jump over all of these freaking blocks. This is my house. Oh my god. Oh no, it's a boss. I thought that was a freaking. What the hell does that sound? I thought that was a legendary Pokemon. It is not though. You have a Brazilian fan? Oh, hello! Welcome, welcome. The Pokemon get kind of annoying though, I'm not gonna lie. They talk a lot. It's a little too much. There's one guy, I forget his name. What's his name? He goes, rather. He's really annoying. Common. Let's see if I can fight him. Do you think I could take him, guys? Clefairy? Let's see if I can win. He's level 31. That's not too bad. And Haunter's mad effective against him. That Clefairy's so shiny, dude. Wait, why can I only use 3 of my... What happened? Encore? I don't know what that does. Oh, I eat this guy up right now. I eat this guy up. He like used the freaking... This Clefairy's fire. I wish I could catch it though. I can't. Hi Cam, how are you? Outdoor table and chair setup. You like that? Thank you, thank you, thank you. I killed it. What do I get? What do I get? Nice. Oh my god, I hate when it does that. What are these? Old rod. Oh, candy. Yeah, I want that. I don't want any of this stuff. Oh, an air balloon. What's this? Oh, what the? What does it do? Oh, I thought it would actually look like a balloon. It does not look like a balloon. It just looks like some weird red spoon. What does it do? An item to be held by a Pokemon. The holder will float in the air until hit. Wait, I can make my Pokemon float? Let me see. Wait, let me try it on my Eevee. Aw, man. He doesn't actually even float. What the heck? Salutations, hi. Without a choice? Oh my goodness. I can't read my chat properly because there's so many. It's like overflowed with this stupid thing with seeing who joins my chat. I don't want that. Anyway, this is the home setup. Pretty nice. Got my washing machine, got my TV. Nice. I think I can't remember what I was doing last time I was playing. I think I was just setting up my house to look better. Hold on, chat. Hold on one second. That's so loud. Oh my gosh. I wonder, is it loud?